arrêtez! La guerre s'enlise! À l'ouest, les fronts sont figés! Les hommes se sont enterrés dans un réseau de tranchées sur plusieurs centaines de kilomètres, de la mer du Nord à la Suisse. Les terribles combats d'Ypres, d'Artois et de Champagne n'ont guère donné de résultats. Ce n'est d'énormes pertes humaines. Des milliers de tonnes de fonte et d'acier ont été déversées sur les belligérants. Du métal de chez Schneider. Et de ces troupes d'excellente qualité. Le sang ruisselle! Les hommes meurent par centaines de milliers! C'est alors que le président du Conseil, le français Paul Doumer, va rendre visite à Nicolas II, tsar de toutes les Russies. Comprenez-moi bien, mon cher Nicolas. C'est l'amitié éternelle entre nos deux peuples qui me pousse à cette visite. Combien dites-vous d'hommes, mon cher Paul? Eh bien, disons, un petit million. Oh, c'est beaucoup! Bon, allons. C'est si peu pour un grand pays comme le vôtre. Un réservoir humain sans limite. Et vos colonies? Hélas, elles ne suffisent plus. Et que puis-je attendre en échange? Des fusils, beaucoup de fusils, des milliers de fusils. Et les munitions qui vont avec? Je dois en aviser mon état-major. Mais certainement. À la fin de 1915, la diplomatie s'active. Le temps presse. Nous devons envoyer un corps expéditionnaire en France. La guerre traîne en longueur. Ils ont déjà enrôlé le nègre, mais ça n'est pas assez. Il leur faut des Russes. Bon, il est vrai que la France nous a prêté beaucoup d'argent. On ne prête pas gratis. Mais 1 million d'hommes! Ces Français sont fous! Mais pour qui nous prennent-ils? Exactement. Et pourquoi accepter? Pour eux, nous ne sommes qu'un réservoir humain. Nous sommes nombreux, c'est vrai, mais pas idiots. Et nous échanger contre quoi? Des armes? Oh. Ils nous tiennent avec leur fichu chemin de fer vers l'Allemagne. Envoyons-leur 2 brigades, de 10 000 hommes chacune. Cela devra leur suffire. Bah, soyons généreux. Envoyons 2 brigades sur le front de l'Ouest et 2 autres pour l'armée d'Orient, à Salonique. Soit 40 000 hommes en tout. Pas plus. 40 000. Oh non, non. Les Russes obtiennent des compensations inespérées. On leur promet non seulement un surcroît d'armes, mais on leur fait miroiter aussi des territoires convoités par l'Empire. Décision est donc prise par l'état-major d'envoyer 2 brigades de 10 000 hommes sur le front ouest, dénommées 1re et 3e brigades. Les brigades 2 et 4 seront envoyées sur le front oriental. Nous nous intéresserons principalement à la 1re et à la 3e. La 1re brigade était composée d'employés et de travailleurs de la région de Moscou. La 3e, de paysans des régions de Tchelabinsk et de Ekaterinenburg, moins politisés. Stéphane Gavrilenko, caporal de la 1re brigade, écrit dans ses mémoires. 29 décembre 1915. L'ordre est arrivé à Saratov de désigner 2 compagnies en vue d'un départ pour la France. Ce jour-là,
vous a désigné. Mais beaucoup étaient volontaires pour partir à l'étranger et faire un voyage autour du monde. 29 février 1916. Ce long voyage commence à Samara, puis Tcheliabinsk, puis une semaine de train à travers la Sibérie. Par moins 40, impossible d'ouvrir. Les gars intoxiqués par les vapeurs du poêle. Et ainsi, jusqu'au port de Dalny. Et de Vladivostok. Pour un voyage de 2 mois, 72 jours exactement. à travers la mer de Chine, Hong Kong, Singapour. l'océan Indien, Djibouti, la mer Rouge. le canal de Suez. Au cours de cette traversée, Les soldats ont souffert. Chaleur torride, Froid extrême, conditions d'hygiène déplorables, menace, brimades, Discipline de fer. Avec châtiment corporel à la clé. Georges Zavotine, de la première brigade, témoigne. Sur le bateau, à Singapour, les soldats avaient refusé de prendre leur repas. Le commandant a fait aligner les hommes sur le pont et il a fait avancer d'un pas un homme sur 10. Et il a dit que si ceux qu'on avait fait sortir du rang continuaient de refuser de manger, alors ils seraient pendus. Pourquoi refusaient-ils de manger? Ils avaient surpris les cuisiniers en train de se baigner dans les bassines qui servaient à faire la soupe. Pourtant, Stéphane Gavrilenko écrit: Nous allons naviguer dans le canal français de Suez, creusé par un ingénieur français, Ferdinand de Lesseps. Il fait chaud. Nous découvrons les fruits acides, les bananes, et surtout les dattes. Le moral est au bon fixe. Arrivé à Marseille le 20 avril. Les soldats reçoivent un accueil triomphal. Ah, c'est russe! Quel beau garçon! Oh, si grand, si fort, si musclé. Et aussitôt arrivés, perçoivent un fusil et prennent le train vers le nord, pour le camp de Maï, près de Reims. À 70 km du front. Lorsqu'on les a débarqués à Marseille, les soldats de la première brigade étaient littéralement épuisés par le voyage. La grogne régnait dans les rangs vis-à-vis des officiers, qui tous appartenaient à l'aristocratie russe et faisaient régner une discipline de fer, abusant des châtiments corporels. Cet antagonisme initial eut d'importantes conséquences pour la suite des événements. Mai 1916. Instruction à la guerre moderne au camp de Mailly pendant 2 mois. Hey, hop! Hey, hop! Hey, hop! Puis, la première brigade tient le secteur d'Aubérive, à l'est de Reims. Premier combat.
juillet 1916, c'est la fête. Grande opération séduction des états-majors russes et français. On envoie défiler un groupe de soldats de la première brigade à Paris. Stéphane Gavrilenko, encore. C'était le petit matin, et nous, les Russes, on est arrivés les premiers sur la place. On a vu se rassembler les Français, au milieu desquels se distinguaient, par leur excellente présentation, des troupes coloniales, composées d'indigènes en provenance des îles appartenant à la France. Au début, en nous voyant, le public est demeuré stupéfait. Pendant un instant, un silence absolu s'est installé, bientôt transformé en un concert d'acclamation qui couvrait la musique. Ah, c'est russe! Quel beau garçon! Oh, si grand, si fort, si musclé, D'un courage absolu! entièrement dévoué Au tsar! à leurs généraux. Et à Dieu! C'est sûr, ils vont nous sauver. Avec eux, la guerre est finie en 2 mois! Au plus. Mais les meilleures choses ont une fin. Automne 1916, les brigades tiennent toujours les secteurs d'Auberive, puis de Lude. Et les morts s'accumulent toujours. Par centaines, par milliers. Heureusement, le général Lodvitsky, chef de la première brigade, sait parler à ses hommes. Pour tous, l'alliance franco-russe, scellée du sceau pourpre de notre sang versé ensemble, s'est muée en un lien plus solide encore et plus profond, tel le lien entre des frères du même sang. C'est un sentiment plus intense, dont le rayonnement illuminera notre route commune vers la victoire, vers la gloire. Personne n'imaginait alors les événements qui allaient intervenir. Et ce secteur d'Auberive et de Lude, tenu par les Russes, bien que jugé très calme par l'état-major, apportait chaque jour son pesant de morts et de blessés. Dans ce secteur prétendument si calme, toutes les baïonnettes revenaient chaque soir rouges de sang.
manifestation à Pétrograd. Par les femmes qui réclament du pain. Un gouvernement provisoire est constitué. 2 jours plus tard, Nicolas II abdique. C'est la révolution. Oui, c'est la révolution. 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 Ces événements du printemps 1917 étaient censés ne pas affecter la mission du corps expéditionnaire russe en France. Alors le gouvernement provisoire nomma de nouveaux représentants et donna des consignes de démocratisation de l'armée. Mais les soldats comprirent que la révolution était plus complexe qu'on ne le leur disait. Et qu'il y avait aussi des bolcheviks dans cette révolution. Mais pour l'heure, les soldats appréciaient l'or, le prix gaz numéro 1. Le soviet de Pétrograd lance l'ordre numéro 1. Désormais, les soldats citoyens peuvent jouir de leur plein droit. Le garde à vous et le salut sont supprimés. En dehors du service. Les mauvais traitements aussi sont supprimés. On discute politique. On élit démocratiquement des comités de représentants dans toutes les unités. À la grande frayeur des autorités françaises, bien sûr. Des comités de soldats. Des soviets sont élus au sein des 2 brigades. Soviets, surtout orientés vers une tentative de canalisation des désirs de retour en Russie pour aider la révolution sans que cela n'obère l'acceptation. Durement obtenu. En effet, de participer à une dernière offensive, celle d'avril 1917, avant d'exiger leur rapatriement. Deuxième événement. Le général Nivelle, bien décidé à devenir le grand héros de la guerre et supplanter Pétain, organise l'offensive du chemin des dames. Et le 16 avril, c'est l'assaut. Les 2 brigades sont jetées dans la mêlée. Courcy, Bribon, Le Monspa, la côte 108. le général Lokvitsky, au point même au combat, les malades, et les blessés, non cicatrisés, pour jeter toutes les forces humaines. dans le combat. Après 3 jours de combat, le commandement réalise l'inutilité d'une telle attaque. Presque toutes les unités se sont repliées. On compte 271 000 morts, blessés, disparus et prisonniers. Parmi les victimes, 7500 soldats coloniaux et 6000 Russes. C'est l'hécatombe. Désormais, épuisés par les combats et effarés par l'absurdité d'un tel carnage. Et après le changement de régime en Russie, et ce nouveau gouvernement apparemment porteur d'espoir, Les soldats ne peuvent plus se soumettre à leurs officiers Et réclament leur transfert dans un camp loin du front. pour se reposer. Et pour marquer le refus d'une autorité. De 2 autorités, la française et la russe. Après le carnage du chemin des dames, la tension se développa dans la troupe qui ne voulait plus revenir au front. Le 1er mai 1917 constitue alors la journée de rupture. Les soldats confectionnèrent des drapeaux rouges et des comités de soldats s'organisèrent de façon spontanée. La majorité d'entre eux restaient attachés à l'utilisation des nouvelles libertés, mais d'autres
demandant surtout l'accélération des demandes de rapatriement. Nos gars avisèrent le général Lobvitsky que tous les soldats voulaient fêter le 1er mai. À notre grand regret, croyez-le bien, nous devons remettre la fête au lendemain, car ce jour-là doit arriver le grand général Palitzine. Le grand Palitzine était surtout l'un des grands fossoyeurs de la première révolution de 1905. Par ailleurs, pour lire l'ordre du gouvernement provisoire, le régiment devra se rassembler sans armes. Ah non. Non, Ah non, non, nous ne l'irons pas. Nous garderons nos armes. Comment? Mécréants! Qui vous prenez-vous? Le 1er mai, de bon matin, les compagnies se rassemblèrent d'elles-mêmes, avec équipement complet, et les drapeaux rouges, et tous les officiers. Ivanov, en tête, conduisit son bataillon à l'état-major du régiment. Quand les autres régiments arrivèrent, la musique joua. On parle des 8 hommes qui ont été fusillés à Mailly, en représailles au meurtre du lieutenant-colonel Krause. Krause s'était rendu coupable de châtiments cruels et injustifiés sur les soldats. Ivanov doit demander pardon. Devant les soldats au repos, le général Palitzine lit les dépêches du gouvernement de Petrograd. Permettez-moi de venir parmi vous lire l'ordre que j'ai apporté. Nous connaissons cet ordre. Depuis longtemps, Il est inutile de nous le lire. Il y en a assez. d'amuser la galerie. Ensuite, après ces paroles, il y eut beaucoup d'interventions contre lui. Et à la fin, tous lui ont dit d'une seule voix: Ah bas les bureaucrates! À bas! Nous ne voulons plus de toi! Petit frère, permettez-moi de partir. Bah, c'est ça, bah. Et ne reviens plus. Fiche ton camp.
qu'il avait sur le cœur depuis des années. Mais notre général consentait à tout et a dit: Je ferai tout ce que vous exigez. Et il a demandé pardon. Alors, les représentants du gouvernement provisoire tentèrent de s'adresser aux soldats. Ceux-ci agitèrent fièrement des dizaines de drapeaux rouges sur lesquels était écrit Liberté, Liberté, égalité, fraternité, svoboda, rabiectwo, bratstvo. L'état-major, inquiet de cette subversion, voulut séparer les Russes du reste des armées. Mais l'isolement ne résolut rien. Les soldats répartis dans plusieurs camps contestaient les ordres des officiers russes à qui ils ne faisaient plus confiance et qu'ils assimilaient à l'ancien régime. Ce qui conduisit, début juin, à la décision de transfert des brigades russes loin du front, dans le centre de la France. Ces hommes, condamnés à un destin mortel tout tracé, décidaient d'un seul coup de s'en libérer. Nous voulons retourner en Russie, nous battre pour la révolution. Ça ne peut plus durer. L'ordre n'est plus respecté. Ils dansent, ils chantent. C'est l'armée entière qu'on méprise. Ils veulent tout décider par eux-mêmes. Les soviets, des votes pour tout et n'importe quoi. Messieurs, l'heure est grave. Ce désordre risque de s'étendre. Dans vos rangs comme dans les nôtres, Et spécialement dans les vôtres. ils doivent rentrer en Russie. Oh non! Parce qu'ils sont armés. Justement, c'est le problème. Ils veulent conserver leurs armes. Il faut les isoler au plus vite. Nous avons bien une solution. En attendant, Qu'ils se calment. Un camp peut les accueillir. Le camp de la Courtine. C'est à 500 km au sud. pour leur changer les idées. Les soldats de la première brigade arrivent à la Courtine le 26 juin 1917. Puis, quelques jours plus tard, ceux de la troisième brigade. Sur 6000 hectares, le camp de la Courtine était conçu pour l'instruction des troupes à hauteur de 12 000 hommes et 1200 chevaux. Les troupes russes, trop nombreuses, comptaient plus de 16 000 hommes et officiers. Les soldats avaient leurs armes et leurs munitions. Fusils Lebel, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, canons de 37 et mortiers de tranchées. Dès leur installation, les soldats chassent leurs officiers. Le commandement est donné à de simples soldats désignés. Le ravitaillement est assuré par les soldats eux-mêmes. Mais les soldats n'étaient pas tous du même avis quant à la conduite à tenir. Bon, si tous étaient d'accord pour rentrer en Russie, ceux de la 3e brigade, plus conciliants, voulaient continuer la guerre jusqu'au bout afin d'obéir aux ordres du gouvernement provisoire. Ceux de la 1re brigade, de sensibilité plus bolchevique, voulaient au contraire ne plus faire la guerre du tout. Conciliants, moi. Vous vous couchez devant l'état-major et devant les Français. Enragés, vous voulez l'échec de la révolution. Soumis,
Hein? Les démagogues vous manipulent. Bornés, vous favorisez la tyrannie, la violence. Sociotraître, vous servez le parti de l'ennemi. Maximaliste, vous jouez le jeu des Prussiens. Lâche, Hein? blanc, sariste. Intransigeant, bolchevique, liberticide. C'est ce qui amène l'état-major, le 8 juillet, à envoyer la 3e brigade dans le secteur de Felletin pour éviter que les Courtiniens ne la contaminent. Et à la courtine, chaque jour, réunion et meeting. Nous exigeons toujours de retourner en Russie. Le gouvernement provisoire tente de les amadouer en envoyant 2 civils, 2 avocats, moi et Zazikov. Qui tentent de faire accepter par les mutins d'être désarmés avant leur rapatriement. Soyez raisonnable, voyons. Faites-nous confiance. Et les soldats repoussent ce marché de dupes. Mon général, il faut ramener ces gaillards à la raison. Vous avez raison, mon général. Je m'en occupe. Le général Zankevitch tente d'utiliser des éléments de la 3e brigade, réputés plus modérés, pour mettre un terme à la révolte. Ramenez-moi ces gaillards à la raison. Et par la force. Pas question. Nous ne sommes pas tous d'accord, mais ce sont nos frères. Et les tentatives de négociation reprenaient de plus belle. Et se heurtaient toujours aux niettes des soldats. Mais fin juillet, arrestation de Baltaïs et Volkov, les responsables du comité de la 1re brigade qui avaient accepté une de ces offres de négociation. Avec eux, 800 soldats les suivent. Baltaïs et Volkov sont envoyés en prison à Bordeaux, puis au fort Liedo à l'île d'Aix. Et pendant ce temps, la vie continuait dans le village de la Courtine, où les Russes se faisaient apprécier par leurs habitants, tant bien par leur solde et leurs économies qu'ils dépensaient généreusement dans les 70 cafés épiceries que par leur bonne humeur et leur sens de la fête. Devant une telle désagrégation de l'ordre militaire,
les états-majors et le gouvernement français se décident à réprimer les mutins. Le général Zankiewicz fait appel à 2500 soldats de la 3e brigade, triés sur le volet et parqués au camp du Cournot en Gironde. L'armée française fournit les batteries de 75 et une aide technique, ainsi que 5000 hommes sous la direction du général Combi. On évacue les populations des villages. On creuse des tranchées tout autour du camp. Le front se reconstruit en Creuse. Le gouvernement français était favorable au rapatriement des Russes. Foch fit savoir le 24 juillet au président du Conseil Painlevé qu'il était indispensable, pour des raisons disciplinaires, que le départ de la 1re brigade ne soit pas différé. La France pouvait fournir des bateaux pour au moins 6000 hommes. Mais le gouvernement provisoire ne souhaitait pas recevoir les soldats russes. Il usa de différents prétextes avant de décider de régler la question d'abord sur le sol français par les mesures les plus énergiques, autorisant la mort. Le 15 septembre, on tente un dernier compromis par l'intermédiaire d'un prêtre, l'abbé Laliron. Qui échoue. Et le 16 septembre, à 10 h, premier coup de canon, puis 3 autres. Les mutins répliquent en chantant la Marseillaise et la marche funèbre de Chopin. Et ainsi, avec régularité, le canon va tonner. Le 17 septembre, 200 soldats se rendent. En 3 jours de bombardement, 880 obus de 75 sont tirés. Le 19 septembre, c'est la fin. Les tirs cessent. Les mutins se rendent. On arrête Globa, responsable du comité, successeur de Baltaïs et Volkov, devant le mess des officiers. Bilan officiel. Sur les 8500 soldats présents à la courtine, perte côté insurgé, 9 tués et 46 blessés. De qui se moque-t-on? Il y a eu au moins 100 morts. Certains disent même beaucoup plus. Et plusieurs centaines de prisonniers envoyés au corps du Cournot. Globa est envoyé en prison à Bordeaux, puis au fort Yeddo à l'île d'Aix. Après la répression de la mutinerie, le fossé se creusa encore entre ceux de la Courtine et ceux de la 3e brigade. Beaucoup d'entre eux se croisèrent au camp du Cournot, en Gironde. Il y a eu des échauffourées. Dès que des gars d'une brigade en croisaient un de l'autre brigade, ils le battaient.
À coups de poing et de couteau. Mais même à coups de revolver. Il y a eu beaucoup de blessés. Les correspondances échangées en témoignent. Ces événements de septembre y constituent une tâche sanglante et honteuse qui sera très longue, voire impossible à effacer des mémoires. C'est un précipice profond qui sépare désormais les deux camps. Les Français proposèrent aux Russes d'intégrer, sous uniforme français, une unité combattante pour continuer la guerre. Sans soviet, cette fois. C'est la Légion russe, dite Légion de l'honneur. Créée par Clémenceau. La France soutenait les Blancs, fidèle au tsar, contre les Rouges. Quelques centaines acceptèrent, parmi lesquels Malinovski, futur ministre de la Défense de Khrouchtchev. Mais après la paix de Brest-Litovsk, en mars 1918, la Russie bolchevique se retira du conflit. Les mutins refusaient toujours de se soumettre aux autorités militaires et réclamaient leur retour en Russie. Par décret, le gouvernement français envoya à la grande majorité des soldats du corps expéditionnaire russe 11 000 hommes dans des compagnies de travailleurs répartis dans toutes les régions militaires pour éviter les risques de troubles. Ils se plaindront de leur rétention en France, des conditions de logement, sanitaire, de travail. Aucun soviet ne sera toléré. La majorité choisira d'intégrer les compagnies de travailleurs dans toutes les régions françaises. Mais l'obstacle de la langue nécessitait de nombreux interprètes avec les employeurs. Les Russes furent employés dans l'industrie, mais surtout dans l'agriculture. Une partie des travailleurs fut envoyée dans les fermes. Les paysans préféraient les Russes aux prisonniers allemands. À Lure, en Haute-Saône, la compagnie 7-2 travaillait dans un important chantier de production de pierre, à la verrerie de Roy, au lieu-dit les Foulterres. La compagnie stationnait à Lure et venait donc travailler à Roy, afin d'extraire du sable et du gravier. Les compagnies 7-7 et 7-9 ont travaillé comme bûcherons auxiliaires dans la forêt de Joux. Pourtant, le travail pénible n'empêcha pas ces travailleurs partout de tisser des relations, des liens d'amitié, d'amour aussi avec les populations. Mais ils ont aussi organisé des grèves. La solidarité était omniprésente. Avec défilés et drapeaux rouges. Causant une grande frayeur des autorités militaires, du gouvernement, de la police. 81 meneurs furent incarcérés à Aix. Ceux qui exerçaient une influence néfaste sur la population ou sur leurs camarades furent ainsi systématiquement envoyés au Fort Liédo pour des périodes allant de 2 à 3 mois, voire plus. Dans des conditions de détention de la vie même des officiers français, très malsaines. Les détenus évoquent dans leur correspondance l'humidité des murs, le froid. Ivan Baltaïs, l'ancien responsable du soviet, écrivait régulièrement à son épouse. Ma chère Alexandra, je crois qu'après toutes ces horreurs qui ont marqué la disparition des organisations séculaires de la Russie bourgeoise et autocratique,
surgira une république russe à donner au travail. Un pays renouvelé où régnera le bonheur. Encore un peu de patience et de courage, et nous nous retrouverons, et sans peur, réunis. Nous affronterons l'avenir. Je me sens plus fort et plus confiant. Tous les jours, la vie m'apparaît plus captivante. Et cela dans une prison. Pour un homme libre, la diversité de la vie est sans limite. Regarde plus fixement. Écoute. Si ton âme est fatiguée, si les hommes t'affligent, si tu ne trouves autour de toi, dans le monde, qu'injustice flagrante, fuis le monde. Recueille-toi au sein de la nature. La contemplation de la nature est le meilleur remède universel contre la souffrance. Ton Ivan Baltaïs, le 31 janvier 1918. D'autres furent envoyés dans les compagnies disciplinaires, en Algérie. Le général Nivelle, le fossoyeur du chemin des dames, dirigeait l'organisation des camps en Afrique du Nord. En 17 et 18, plus de 9000 Russes y furent parqués et transférés vers les compagnies des 3 divisions algériennes, affectés à des travaux éprouvants de coupe de bois, de défrichement, de terrassement, notamment pour les chemins de fer et les mines, au service de l'État et des colons. Pour mater les irréductibles imprégnés de bolchevisme, les autorités ouvrirent des camps d'internement à Mersel-Kébir, Djelfa, Tolga, Médéa, Sougaras, Tébessa, Blida. Les conditions de détention y étaient si dures qu'il valait mieux ne pas opposer de résistance. Témoignage. Le peuple d'ici vit sous le protectorat de la France républicaine plus mal que nous ne vivions sous Nicolas II. Les Français les battent à coups de bâton et les font travailler comme des animaux. Nous haïssons les Français. Et il y a de quoi. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Les Arabes aussi sont mal payés par eux. Et ils les punissent très sévèrement. Comme sous notre ancien régime. Mais cela ne durera pas. La chute de l'oppresseur n'est pas loin. C'est très triste et très pénible de voir comment on traite aujourd'hui en Afrique les soldats russes. Mais c'est encore plus pénible de voir comment on traite les civils, les Arabes. Malgré les efforts du commandement pour séparer les individus, les liens avec les populations locales existèrent pourtant. Et la révolution s'y fraya un chemin. Pendant 2 ans, aucun retour en Russie ne fut permis. Ni même envisagé. 2 ans de guerre civile entre l'armée rouge et les armées blanches. Soutenu par la France. Et en 1919, sous le gouvernement bolchevique, le gros des hommes fut finalement rapatrié à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Certains décidèrent de rester en France, de fonder une famille. Comme Stéphane Gavrilenko et d'autres. Dont les nombreuses lettres, Journaux intimes, carnets, Poèmes,
textes, Pièces de théâtre aussi. sont arrivés jusqu'à nous. afin que nous n'oublions pas. Chaque bourreau, chaque salaud s'efforce de couvrir sa sanguinaire lâcheté par le soi-disant salut de la patrie. La discorde se met à la courtine, l'enivrement par le vin feltin, l'arrestation de nos délégués, le salut de la patrie. L'épuisement par la faim des courtiniens. Assiégés. Les horribles supplices qu'on leur a fait subir. Le salut de la patrie. Le vol de l'argent de l'ordinaire, la privation de solde et de nourriture imposée aux courtiniens. Le salut de la patrie. La fusillade par leurs propres frères. Le salut de la patrie. Le pillage de la courtine. L'enfermement à l'île d'Aix. Encore et toujours pour le salut de la patrie. Ne tombons plus dans leur piège. Vive la République socialiste ouvrière russe. Ah, les tyrans. Donc, une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans, à la demande de Jean-Paul, que vous connaissez sans doute, et de l'association La Courtine 1917. Donc, on avait pris un peu de retard à cause du Covid, bien sûr, mais bon, on a commencé mercredi dernier, ce soir. C'est la première ou la deuxième, comme on veut, enfin, c'est pas très grave. Donc, cette pièce était interprétée par, que je le reconnaisse quand même, Jean-Marc. Vous avez eu une écoute très, très attentive et très chaleureuse, et c'est très important quand on joue. Merci à vous. Merci à vous. Nous avons été, comme vous l'imaginez, très contents et en même temps, pour certains d'entre nous, plutôt émus ce soir. Vous
Vous avez entendu souvent Jean-Marc, qui jouait le rôle de Stéphane Gavrilenko, prononcer le nom de Gavrilenko. Dans cette salle, il y en a un certain nombre qui ont connu son fils, Jean, qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Et personnellement, et au nom de l'association, je voudrais que cette pièce soit aussi dédiée à Jean Gavrilenko et à Daniel Carence, qui nous a quittés il y a beaucoup plus longtemps, mais qui était l'un comme l'autre des chevilles ouvrières de cette association, qui depuis maintenant 8 ans, eh bien, transmet cette histoire, la fait connaître. Et je pense que cette pièce aujourd'hui est un élément essentiel de la transmission. Ça s'inscrit dans un cadre d'éducation populaire, ce que nous avons toujours souhaité. Et je remercie vraiment, vraiment, vraiment les comédiennes et comédiens qui sont là, parce qu'ils se sont depuis 6 mois maintenant investis totalement dans une histoire qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils connaissent maintenant aussi bien que nous tous. C'est déjà une très bonne chose. Donc nous serons demain à la Courtine, bien évidemment, pour toute une journée. Nous referons et rejouerons cette pièce à 15 h. Je voudrais tout particulièrement remercier les collectivités qui portent ces projets que nous avons depuis maintenant 8 ans. Tout particulièrement la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, représentée ce soir, peut-être, je ne la vois pas, mais Marion est planquée quelque part. Voilà, qui est une... très active depuis des années et qui présentera demain à la Courtine à 11h30 lors d'une balade préfigurative le chemin de mémoire qui va voir le jour en 2023, et c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui va contribuer aussi à porter cette histoire. Voilà. Donc il y aurait beaucoup d'autres personnes qui seraient à remercier, ceux qui nous ont aidés dans les costumes, dans les prêts des casquettes. On nous a donné des bottes, figurez-vous que c'est les pompiers de Limoges et de Couzex qui ont donné les bottes. Et elles sont quasiment identiques à celles qu'avait Léox. Voilà. Donc il y aurait beaucoup de gens à remercier. Donc au risque d'en oublier certains, on va voilà, remercier à tous. Et on vous remercie surtout à vous d'être venus et voilà, d'avoir prêté attention à cette pièce, à ce qu'elle est censée transmettre, véhiculer. Et nous pensons que ce sont des valeurs aujourd'hui, celles des soldats russes de 1917 qui ont décidé de ne plus faire la guerre, qu'il nous faut faire connaître aujourd'hui dans la situation de guerre que nous connaissons en Ukraine, une situation inverse à celle qui était la leur, celle où ils voulaient rentrer dans leur pays, revoir leur famille, ne plus tuer, ne plus être tués. Et donc je crois que c'est très bien que nous puissions jouer cette pièce aujourd'hui, voilà, dans cette situation. Chanter les butins de la cour.